Bien, nous avons eu un live ensemble et vous avez été nombreux à poser un certain nombre de questions. Et je vous avais promis que je répondrais à ces questions. Alors, une question intéressante, c'est la différence, par exemple, entre le sucre blanc et le sucre roux. On parle bien du sucre en poudre, hein. Alors, vous savez que le sucre est issu principalement soit de la canne à sucre, soit de la betterave à sucre, la betterave sucrière, hein, à ne pas confondre avec la betterave rouge qu'on prend en hors d'œuvre. Et en fait, le sucre blanc, c'est un sucre extrêmement raffiné, c'est-à-dire qu'il est cristallisé et raffiné, il n'y a aucune impureté à l'intérieur, et donc il est utilisé, il est beau, il est assez beau, il est assez pur, il est assez blanc. Le sucre roux, lui, est plus intéressant d'un point de vue nutritionnel parce qu'il contient plus de minéraux, et donc il est censé être un peu meilleur pour la santé. Cela dit, c'est un argument un peu spécieux parce que, en fait, il est tout aussi, entre guillemets, sucré que le blanc. Et même s'il y a quelques minéraux, les quantités sont extrêmement faibles. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. On a l'impression, en mangeant du sucre roux, qu'on se fait du bien, qu'il est un peu plus naturel. Mais en fait, en réalité, il est vraiment à quelques pourcents près absolument équivalent au sucre blanc. Pourquoi ce besoin de sucre le soir? C'est une excellente question parce qu'en fait, beaucoup de gens ont besoin de manger quelque chose de sucré le soir. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons pour cela. On peut aussi ne pas avoir mangé à midi, faire un jeûne intermittent. Donc, le soir, on va avoir besoin d'énergie, besoin de sucre. Mais on peut aussi avoir besoin d'un certain bonheur. Parce que vous savez que le sucre, il a une caractéristique très particulière, c'est que vous avez des capteurs au goût sucré sur la langue. Vous avez entre 10 et 12 000 cellules qui vont capter les goûts sucrés, salés, amers, acides, délicieux. Et ils vont envoyer une information au cerveau. Et à ce moment-là, l'information va être transformée en dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir pour le cerveau. Le cerveau adore la dopamine. Donc parfois, on rentre le soir, on a eu un peu de transport, on a eu beaucoup de travail, on a un stress, et on se dit j'aimerais bien quelque chose de sympathique à manger pour me sentir bien. Et c'est souvent le sucre. Ça peut être l'alcool aussi, hein. Souvent, des gens ont besoin d'un petit verre quand ils arrivent le soir à la maison, tout simplement parce qu'ils ont besoin de cette dopamine. Donc en fait, comment faire pour combattre? Parce qu'en fait, en creux, ce qu'il y a derrière cette question, c'est comment je fais pour ne pas avoir besoin de ce sucre le soir. Eh bien, pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des amandes auxquelles vous avez enlevé la peau. Il faut enlever la peau des amandes parce que dans la peau des amandes, il y a un composé qui n'est pas très bon pour le cerveau quand on en prend, bien entendu, en grande quantité. Donc, vous prenez cette amande. Si vous voulez d'ailleurs enlever la peau, un petit truc, vous mettez vos amandes dans un bol. Et vous les laissez à la nuit, donc la peau va se détacher très très facilement. Et vous rongez ces amandes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le cerveau va se dire, tiens, j'ai un besoin, j'ai une envie, j'ai quelque chose, c'est pas mal, ça me donne l'impression de me remplir. Alors il y aura peut-être moins de dopamine, mais vous aurez passé le cap, parce que tous ceux qui nous écoutent savent que lorsqu'on a cette envie de sucre, en fait on la regrette souvent, parce que on sait très bien qu'on attend 10 minutes, on boit un petit verre d'eau, on n'a plus cette envie de sucre. Parce que c'est vraiment le vécu de sa journée, c'est ce besoin de tranquillité, ce besoin d'apaisement, ce besoin de sérénité. Et le sucre, malheureusement ou heureusement, vous donne répond à ce besoin. Malheureusement, quand on veut perdre du poids ou quand on veut faire attention à son diabète ou à son prédiabète ou à sa NASH, qu'on appelle MASH maintenant, c'est-à-dire la stéatose hépatique, eh bien, on peut pas se laisser aller comme ça, malheureusement, et consommer ce sucre. Donc voilà, ce petit truc pour vous dire que le fait de le penser, de le prévoir et de vous dire je vais rentrer chez moi, je vais avoir envie d'un truc, prévoyez ces amandes ou ces noix de cajou, non salées, non fumées, très important. Et puis comme ça, vous allez un peu leurrer votre cerveau qui va se dire après tout, j'ai pas eu ma dose, mon shoot de dopamine, mais j'ai au moins quelque chose. Alors une autre question intéressante qui a été posée par Maya Meshri et qui dit bonjour, je fais beaucoup d'hypoglycémie et je suis diabétique, merci. Alors la question c'est pourquoi je fais beaucoup d'hypoglycémie, en fait, en creux, hein, si je comprends bien. La personne qui nous le demande est diabétique, elle fait beaucoup d'hypo. Alors, il peut y avoir beaucoup de raisons pour lesquelles on fait des hypoglycémies. Alors, je vous rappelle les symptômes de l'hypoglycémie. C'est souvent des sueurs froides, une sensation vraiment de malaise, les jambes qui se dérobent,
hein, parfois une perte d'équilibre. Et donc pourquoi? Parce que tout simplement, le cerveau n'a plus assez de glucose pour l'alimenter. Et c'est comme si le cerveau switchait un peu off et il vous prévient. Il vous donne ces sensations qui vont vous permettre en général de vous resucrer. On parlera du resucrage après. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on fait des hypoglycémies? Alors, premièrement, peut-être parce qu'on n'a pas mangé suffisamment. Hein. Souvent, il y a des gens qui ne mangent pas le matin et à 11h, 11h30, ben, ils font un petit malaise, ils font une hypoglycémie. Deuxième point, c'est que si on est diabétique et qu'on est traité, peut-être que le traitement n'est pas adapté. Vous savez qu'il y a plusieurs types de grandes classes de médicaments qui permettent de traiter le diabète. Vous avez la metformine, qui est la plus connue, mais qui donne peu d'hypoglycémie. Vous avez aussi les sulfamides hypoglycémiants qui, comme leur nom l'indique, sont hypoglycémiants. Et parfois, avec ces médicaments, on peut avoir des hypoglycémies. Les autres médicaments, comme les agonistes du GLP-1 ou les inhibiteurs du SGLT2, excusez-moi, c'est des noms, liraglutide, sémaglutide, et inhibiteurs SGLT2, c'est dapagliflozine et d'autres, eh bien, ces médicaments ne donnent pas d'hypoglycémie. L'insuline, elle, donne, bien entendu, si on injecte trop d'insuline, eh bien, on risque d'avoir une hypoglycémie. Donc, la première chose à faire, allez voir votre médecin traitant, Maya Meshri, allez lui demander un conseil, parce qu'il est probable que votre traitement n'est pas tout à fait adapté, ou également que vous n'avez pas une alimentation qui soit suffisamment équilibrée pour votre diabète. Alors, sucre et stéatose. Voilà, ça c'est une autre question qui a été posée par Denis Mazig, qui dit, au fond, le lien entre le sucre et la stéatose. Est-ce que la guérison est possible? Hein, c'est comme ça que j'interprète la question. En fait, oui, le sucre est lié à la stéatose. Vous savez que la stéatose hépatique, c'est le foie gras. Hein, ça vient de stéate, graisse, et ose, maladie. Donc, c'est la maladie de la graisse du foie. Voilà. Donc, en fait, c'est le foie gras. Alors, comment ça arrive? On a eu souvent des vidéos et des lives là, sur ce point. En fait, le foie, c'est lui qui stocke, qui stocke les réserves de sucre. C'est lui qui lâche le sucre ou qui ne le lâche pas et qui le garde. C'est le pancréas qui fait l'insuline. Rappelez-vous, c'est une hormone qui permet de faire rentrer le sucre dans les cellules, mais aussi de stocker le sucre non brûlé dans les cellules spécialisées, que sont les adipocytes, ces cellules qui stockent le gras. Mais le foie, on a une grande partie en réserve, d'abord pour le cerveau, et puis pour les besoins des organes. Et en fait, le sucre, quand il en a trop, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'a plus de place pour le stocker. Imaginez une usine où vous avez des ateliers de fabrication de boulons et vous avez un stockage pour les boulons. Et puis, à un moment, il n'y a plus de place dans les stocks de boulons. Eh bien, les nouveaux boulons, on les laisse dans l'atelier. Et c'est exactement ce que fait le foie. Comme il ne peut plus stocker les boulons, eh bien, il les garde dans l'atelier, c'est-à-dire qu'il les garde dans sa matrice. Et il devient gras. Parce que ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que le sucre est stocké par le foie sous forme de gras. Alors, ce n'est pas évident à comprendre, mais le foie, quand il a trop de sucre, il va faire des triglycérides. Glucose. Il met un glycérol, et ça, c'est beaucoup plus facile à stocker. Il a une autre forme de stockage, mais on ne va pas parler. Et donc, en fait, le sucre, quand il est en grande quantité, il est stocké sous forme de graisse dans les cellules spécialisées, et puis parfois dans le foie lui-même, et il va commencer à être gras. Alors, pourquoi est-ce que c'est embêtant? Au début, si vous prenez ça comme une cellule du foie, ce qu'on appelle les hépatofoie-cytose-cellules, les hépatocytes, eh bien, il va y avoir des petites taches comme ça de graisse dans la cellule. Il y a le noyau, il y a tous les organes, les ribosomes, les mitochondries, mais il y a des petites taches comme ça. Au début, ça va. Ça gêne pas trop. Mais n'oubliez pas que le foie, il fait plus de 100 transformations. Hein. Il stocke les vitamines, il fait les facteurs de coagulation, il s'occupe des protéines, il traite les acides gras saturés, il fait un nombre de choses absolument incroyables. Donc, l'atelier du foie, eh ben, il commence à être encombré. Vous savez, comme une maison, on stocke beaucoup de choses, on achète des tas de bibelots, puis à un moment, on se retrouve, on est obligé de même de circuler dans son salon et de faire des contorsions pour pouvoir aller d'un point à un autre. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le foie. Il se retrouve complètement encombré et à un moment, eh bien, il va commencer à ne plus accomplir les tâches qu'il doit faire de façon convenable. Et personne ne peut vous dire quelle tâche il ne pourra plus faire. Voilà. Donc la stéatose, c'est ça. Et à un moment,
s'il y a trop de ces inclusions graisseuses, eh bien, et ça se voit à l'échographie. Pour le diagnostic, on fait une échographie hépatique pour savoir si on a un foie gras ou pas. On peut aussi faire un autre examen qui est le fibroscan, qui permet de voir s'il y a une fibrose dans le foie. Mais en tout cas, on peut le faire à l'échographie et on peut aussi mesurer pour voir s'il souffre les transaminases, les fameux ALAT, qui donnent un signal sur la souffrance hépatique. Et donc, cette stéatose, elle est là et elle va commencer, en général, elle anticipe le prédiabète et le diabète. La stéatose, c'est quand même l'antichambre chez les personnes en surpoids, obèses ou qui mangent mal. C'est l'antichambre du prédiabète et du diabète. Mais il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que ça va prendre du temps pour que le prédiabète et le diabète s'installent. Donc, si vous avez une stéatose à l'échographie, il faut vous en occuper. Il ne faut surtout pas dire « Oh, ben, c'est pas grave, il y a une personne sur 5 qui en a une, c'est pas grave ». Première chose, c'est totalement réversible. Si vous faites ce qu'il faut, c'est-à-dire des mesures diététiques et de l'exercice, et l'exercice est probablement celui qui fait 80% du problème. Pourquoi ? Parce que dans le foie, il y a 1,5 litre de sang qui passe par minute, et le foie, il a une capacité à se détoxifier, à se dégraisser qui est débit dépendante. C'est-à-dire, si vous augmentez le débit cardiaque, en gros, vous courez, vous nagez, vous faites du vélo, vous faites de la gymnastique, eh bien, vous allez augmenter proportionnellement la capacité du foie à se détoxifier, à se dégraisser. Donc, la stéatose, elle est réversible et c'est très bien parce que si on la laisse, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, elle peut dégénérer en cirrhose, qui est une maladie particulière où le foie commence à s'enfermer dans de la fibrose. Et la cirrhose, c'est une maladie qui est grave. Et puis parfois, ça s'accompagne aussi d'un ce qu'on appelle un hépatocarcinome, c'est-à-dire un cancer du foie. Donc, la stéatose, c'est pas grave. Si on s'en aperçoit, on s'en occupe. Et on a du temps. On n'est pas pressé, on a du temps, mais il faut faire quelque chose. Voilà. Donc, parce que Denis Mazig a mis guérison, entre parenthèses. Oui, guérison, on peut avoir une stéatose et ne plus avoir de stéatose si on prend les mesures nécessaires pour qu'elle disparaisse. Là, il y a une vraie question qui a été posée par Sam45OP. Voilà, c'est codifié, mais voilà. Merci à Sam. Comment arrêter le sucre aux enfants ? Alors ça c'est la question la plus compliquée qu'on m'ait posée. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'un enfant, je vais enfoncer des portes ouvertes, vous allez dire, ouais, mais enfin tout le monde sait ça, il est en croissance. Donc, pour être en croissance, il doit manger plus que ce dont il a besoin pour grandir, puisqu'il va grandir. Ses os vont pousser, ses organes vont grossir, ses muscles vont grandir, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'il mange. Et ça, c'est très, très difficile, parce que si vous dites, je vais arrêter ça, ça, ça et ça, à ce moment-là, vous allez le mettre en carence. Donc, première règle, il ne faut pas parler de régime avec les enfants. Surtout qu'à l'adolescence, si vous avez été trop obsessionnel sur le régime à l'enfance, à l'adolescence où l'adolescent va vouloir s'individualiser, et vous savez que souvent l'individualisation d'un enfant à l'adolescence, c'est oh, tout est nul, ça va pas, de toute façon mes parents, mes machins, mes trucs. Et si vous avez été très, très, très orienté sur l'alimentation, il ou elle se vengera sur l'alimentation en faisant absolument n'importe quoi. Voilà. Donc, premier point, ne fixez pas les choses sur l'alimentation pour vos enfants. Alors maintenant, il y a des enfants qui mangent beaucoup. Alors s'ils mangent beaucoup, ils ont très faim, mais qui bougent beaucoup et qui sont très, très agités, après tout, ils vont brûler ce qu'ils mangent. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous avez l'impression qu'un enfant... Alors le type même de l'enfant bouboule à 4-5 ans. Alors l'enfant bouboule à 4-5 ans, ce n'est pas inquiétant parce que vous ne savez pas ce qu'il va devenir. Il peut très bien pousser d'un coup et à ce moment-là, il aura une morphologie dans les standards. Parce que j'aime pas utiliser normal, pas normal, parce que voilà, dans les standards des courbes de croissance qui sont reconnues par la science et par la communauté médicale. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire par contre, on sait aujourd'hui que vers l'âge de entre 3 et 7 ans, eh bien, si on a une alimentation trop grasse et trop sucrée, ça va conditionner les goûts de votre enfant, tout simplement parce que ça a une influence sur un noyau qui s'appelle le noyau accumbens, qui est le centre de la récompense, qui est près de l'hypothalamus et qui lui, va être en fait la partie du cerveau qui va le pousser à manger et il aura tendance à aller vers
le gras et le sucré. Hein. Ce n'est pas par hasard si Proust parle de la madeleine. Hein. Qu'est-ce que c'est que la madeleine? C'est du gras et du sucre. Hein. Il ne parle pas de brocoli, il ne parle pas de sucre en poudre, c'est gras et sucre. Et donc, si l'enfant est habitué à consommer des produits comme ça, c'est une publication qui est sortie il y a quelques mois, hein, qui est très récente, quelques semaines, eh bien, il aura tendance à aller toujours vers ces produits. Vous voyez, c'est compliqué. Parce que d'un côté, je vous dis, non, pas de régime chez les enfants, mais de l'autre côté, je vous dis, faites quand même un petit peu attention. Donc, ce qui est très important pour les enfants, tout commence par les courses que vous allez faire. D'accord ? Souvent, je vois des parents qui ont les courses pour les enfants avec les placards pour les enfants avec tous les gâteaux et puis les courses pour les adultes. Alors déjà, essayez d'avoir une forme d'harmonie. Deuxièmement, n'ayez pas peur de passer pour un pauvre. Alors, je m'explique. Souvent, les enfants, au goûter, on leur donne des gâteaux, des pochons de gâteaux. C'est assez pratique. On leur met ça dans le cartable et puis on leur donne des gâteaux. Mais c'est des gâteaux industriels, donc ils sont riches en gras et riches en sucre. N'en voulez pas aux industriels. Les industriels, ils font des produits pour vendre leurs produits parce que ce sont des entreprises et que donc s'il faut mettre un peu de gras, un peu de sucre pour que les enfants aiment ça, ils le font. Hein. Il n'y a pas de complot dans cette affaire. C'est que du business. D'accord ? Par contre, si vous lui donnez une petite... un petit bout de baguette tradition avec une barre de chocolat à l'intérieur, chocolat noir, c'est très très bon, c'est tout aussi bon, ça a bercé notre enfance à nous, mais le problème c'est que souvent les parents disent, oui mais les enfants me disent, maman, papa, on n'a pas d'argent, pourquoi j'ai pas de gâteau? Voilà. Donc il faut essayer d'expliquer aux enfants que ça n'est pas parce que c'est industriel dans un pochon et que c'est beau que c'est bon pour la santé. Je sais, c'est pas facile, parce que l'environnement, c'est gâteau, bonbons, les anniversaires, c'est un délire, et donc on se retrouve quand même confronté à ça. Mais il faut que vous, parents, vous ayez ce mot pour vos enfants. Expliquez-leur, n'interdisez pas, parce que vous aurez la facture à l'adolescence, mais dites-leur les choses, essayez de leur expliquer, parce que même s'ils donnent l'impression de ne pas entendre, les enfants ne sont pas idiots. Ils savent ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais pour eux. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est aussi, dès l'enfance, lorsqu'il est bébé, de jouer avec des légumes, de mettre ses mains dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il ait l'habitude de certains goûts, parce qu'il y a parfois des goûts amers, des goûts... Mais allez-y, faites que l'aliment soit une fête et pas une restriction, une frustration, parce qu'à un moment ou à un autre, ça risquera d'être un problème pour les enfants. Donc arrêter le sucre aux enfants, non. Gérer le sucre aux enfants, oui, mais le sucre et le gras, et surtout, éloignez-les des produits industriels. Malheureusement, je vois des enfants le matin qui mangent des chips en petit déjeuner, avec un pochon de chips. Ça, franchement, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans les chips, qu'est-ce que vous avez? Vous avez du sucre, du gras, du sel et accessoirement de l'acrylamide, qui est un composé qui est néoformé à partir de la cuisson de l'amidon et qui n'est pas bon du tout pour la santé. Bien, alors il y a une question très intéressante de Steph Lallemand qui concerne la nutrition et la ménopause. Alors c'est un vrai sujet. On va essayer de le traiter très rapidement, mais c'est un sujet qui nécessiterait un colloque de 2 jours. Donc je vais être beaucoup plus rapide. En fait, la ménopause, c'est la diminution jusqu'à l'absence des hormones de type œstrogène chez la femme. Et donc, la date de la ménopause est souvent la même que celle de votre maman. Si vous voulez savoir quand vous serez ménopausé, c'est souvent la même, à la même période de la vie. Mais la ménopause, en fait, c'est pas la fin de la vie. Hein. Je tiens à dire que souvent, beaucoup de femmes considèrent que la ménopause, c'est une autre époque et qu'elles vont obligatoirement prendre du poids, peut-être avoir moins de désir sexuel. Et en fait, tout ça, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que l'absence d'œstrogène, la diminution d'œstrogène, effectivement, va diminuer votre métabolisme de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez brûler moins à quantité ingérée égale. Et donc, première chose à faire, quand on commence une ménopause, et souvent il vaut mieux commencer à la préménopause, il n'y a que 2 solutions. Soit je diminue ma ration alimentaire, bon, certes, mais moi j'aime pas la frustration. Deuxièmement, je fais de l'exercice physique pour augmenter ma dépense calorique. Et moi, c'est ce que je vous recommande. C'est-à-dire au fond, faire de l'exercice physique. On sait que 3 fois 50 minutes d'exercice physique par semaine et un peu de cardio, avec du cardio, eh ben, ça permet de brûler beaucoup plus, d'augmenter sa masse musculaire et donc de brûler plus de calories à l'arrêt, au repos. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. D'autant que
on dit la ménopause, mais on charge beaucoup la ménopause, alors que la réalité, c'est qu'il est vrai qu'à partir de 50 et 60 ans, le métabolisme, la façon dont on traite les sucres diffère, c'est-à-dire qu'elle va changer, elle va devenir un peu moins efficace. Et donc c'est pour ça que souvent, à la ménopause, on dit oui, c'est la ménopause qui m'a fait grossir. C'est aussi le fait que vous aurez une autre façon, une autre méthode pour brûler vos sucres. Et donc c'est pour ça que là aussi, l'exercice est extrêmement important pour justement éviter l'effet délétère de la ménopause. Un dernier point, on sait aujourd'hui, j'ai fait un live sur ce point, qu'à partir de 60 ans, vous savez que votre tube digestif vous taxe 25% de toutes les protéines que vous consommez avant 60 ans pour ses propres besoins, puisque le tube digestif est l'organe qui vit le plus vieux et le plus longtemps. D'accord ? Vous avez des centenaires qui ont toujours un transit intestinal. S'il n'y avait pas de transit intestinal, ils ne pourraient pas vivre. Eh bien, figurez-vous qu'à partir de 60 ans, le tube digestif va vous ponctionner 50% des acides aminés venus des protéines que vous consommez. Donc il faut, quand on commence sa ménopause, il faut commencer à changer un peu sa façon de s'alimenter et manger un peu plus de protéines et faire de l'exercice. C'est ça la clé de la ménopause. Quant au désir sexuel, vous savez que chez la femme, il est lié à la sécrétion de testostérone et elle est en général suffisante pour qu'il y ait encore un très bon désir sexuel. Donc en fait, la ménopause doit être préparée et ça n'est pas une fatalité. Et on peut avoir une ménopause très épanouie si on suit ces quelques conseils. Alors, une très bonne question. Quel pain consommer? C'est une question de gh.bcsx. Voilà. Donc, bonjour gh.bcsx. Alors, quel pain consommer? Quel est le plus sain, le moins riche, bio ou pas bio? Bon, alors il y a beaucoup de questions. Bonne question, mais beaucoup de questions. Alors, le pain, c'est un plat de pauvres. Alors, c'est un peu choquant, mais vous savez, aujourd'hui, il y a de l'alimentation partout. Hein, ça déborde de partout et on a n'importe quel magasin de chaussures ferme et ça devient une supérette. Hein. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de carence. La réalité, c'est qu'avant, ça n'était pas comme ça. Au XVIIIe siècle, les gens mouraient de faim, il y avait des famines régulières et ainsi de suite. Et donc, le pain, qu'est-ce que c'est le pain? Eh bien, vous avez un champ de céréales. Ben, ces céréales, vous les récoltez, vous les mettez, vous les broyez, vous en faites de la farine. Avec la farine et de l'eau et du sel, vous faites du pain. Vous laissez fermenter et vous avez les protéines, les minéraux et les calories apportées par ces céréales. En fait, c'est une façon de transformer vos céréales en un produit consommable sur une semaine et échangeable contre de l'argent. Puisqu'en fait, quand vous avez, je sais pas moi, un hectare de blé, vous pouvez rien en faire. Si vous avez plusieurs miches de pain, vous pouvez les vendre. Voilà. Donc l'économie a commencé comme ça. Et avant, on mangeait, le pain était un plat principal et on avait à côté un peu de légumes, un peu de viande, un peu de poulet, un peu des œufs, un peu de choses qu'il y avait autour et qui n'étaient pas trop chères. Hein. Regardez par exemple ce plat qui est très connu, qui est la pizza. Qu'est-ce que c'est que la pizza? C'est de la farine de blé. Hein. Et à l'époque, quand vous étiez dans l'Italie du Sud, il y a à peu près un peu plus d'un siècle, vous achetiez dans la rue un pâton de pizza, vous le ramiez chez vous pour une unité, pour un sou, hein, l'équivalent d'un sou. Et quand vous rentriez chez vous, eh ben, vous étalez la pâte à pizza et vous mettiez tous les restes. Un petit bout de fromage, un peu de tomate, un peu de truc, et vous cuisiez, et c'est très agréable à manger. Mais en fait, le pain, la farine, qu'est-ce que c'est? C'est de l'amidon. L'amidon, ce sont des milliers de glucoses attachés ensemble. Et ces milliers de glucoses, quand vous allez manger votre pain ou votre pizza, vous allez l'avaler. Et à ce moment-là, eh bien, ce glucose va être utilisé d'autant plus facilement que comme le pain est fermenté, c'est-à-dire qu'il a été déjà prédigéré par des micro-organismes. Donc, quand vous avez une grande population et pas beaucoup de moyens pour les nourrir, eh bien, le pain, c'est génial parce que tout cet amidon va pouvoir être stocké et va faire vivre votre population. Le problème, c'est que les autres aliments sont disponibles, la viande, le lait, les œufs, les légumes, et on a continué à consommer du pain. Et le pain, aujourd'hui, est quasi traditionnel dans beaucoup de pays. On mange du pain avec tout. On mange même du pain avec des pâtes. D'accord ? Donc là, il y a un vrai problème parce que le pain, c'est du sucre
pré-fermenté qui va être digéré et stocké. Donc moi, je dis que le pain, il faut le consommer dans mes conseils, une fois par jour. Plutôt le matin, parce qu'on va brûler toute cette énergie qu'on a acquis. Si on peut s'en passer, c'est très bien, parce que le pain a en fait assez peu de valeur nutritionnelle. Par contre, il a un avantage énorme, il est très roboratif. Quand on a mangé du pain, on est calé, quoi. On a le ventre bien calé. Et donc, il faut s'habituer justement à avoir moins cette sensation de plénitude qu'amène le pain, parce que le pain, c'est comme une éponge, hein. Ça prend l'eau, c'est très hydrophile. Alors, en tout cas, le plus simple pour moi, c'est le pain tradition. Pourquoi tradition? Parce que la loi définit ce qu'est une baguette tradition ou un pain tradition. C'est-à-dire un pain, on ne peut pas ajouter d'améliorants comme le gluten. Vous savez que beaucoup de pains sont enrichis en améliorants. En boulangerie, demandez à votre boulanger, il sait très bien ce que c'est qu'un améliorant. Alors que la baguette tradition ne peut, ne pas être surgelée. Deuxièmement, respecter les temps de fermentation. Troisièmement, utiliser une farine semi-complète. Et quatrièmement, on ne peut pas y ajouter d'améliorants. Donc voilà, moi c'est ce que je recommande. Mais ce que je vous recommande surtout, c'est de pouvoir vous en passer, même si culturellement, dans beaucoup de pays, eh bien, on mange et on aime le pain. Alors, dernière question, bio ou pas? Bon, bio, c'est très bien. Pourquoi pas? Cela dit, je ferai un thème sur le bio, parce qu'il y a aussi beaucoup à dire sur le bio. Voilà. Alors, portez-vous bien, et puis si vous pouvez éviter le pain, c'est pas mal. Alors, une question très intéressante qui a été posée après le live, c'est beurre ou fromage sur la tartine le matin, quel est le mieux? C'est Caroline Joubert, 23. 23 doit être important. Voilà. Merci Caroline pour cette question, parce qu'elle revient souvent. En fait, moi j'aime bien le beurre cru, hein, pas cuit. Le beurre cuit, c'est autre chose, hein. Le beurre cru sur le pain, moi j'aime ça. Non salé, hein, parce que vous savez que quand vous mangez du beurre salé, il y a une molécule de sel, et qu'une molécule de sel s'accompagne de 2 molécules d'eau, hein. C'est pour ça d'ailleurs que quand on traverse le désert, on prend de l'eau et on prend du sel, parce que sinon on perd son eau avec l'évaporation. Donc en fait, il vaut mieux du beurre non salé. Alors, pourquoi pas du fromage, qui lui est salé? En général, c'est un très gros apporteur de sel, sauf que vous trouvez chez les bons fromagers, par exemple, de l'emmental ou du gouda, sans sel. Le matin, c'est personnellement ce que je mange. Pourquoi le matin? Parce que le fromage, le matin, il va être très facilement absorbé, il va être très facilement digéré. Beaucoup mieux que le soir. Donc, si vous aimez le fromage et si vous aimez le pain, c'est le matin. Voilà, ça, le matin, c'est très bien. En plus, si vous voulez, il y a une espèce de comment dire, il y a ce goût du fromage avec le café un peu amer, parce qu'il n'est pas sucré, bien sûr, hein. Et là, ça fait une harmonie qui est assez intéressante. Et donc, moi, je préfère effectivement le fromage plutôt que le beurre. Et si c'est du beurre, c'est du non salé. Mais vous pouvez aussi alterner. Un jour, vous prenez du beurre, l'autre jour, vous prenez du fromage plutôt sans sel, si vous pouvez, parce qu'il y a beaucoup de sel. Là, vous savez, ce qui apporte le plus de sel dans l'alimentation, c'est le pain et le fromage. Voilà. Donc ça, c'est... Et à part les charcuteries, les salaisons, tout ce qui est vraiment salé. Mais ce qui ne paraît pas très salé, le fromage et le excusez-moi, je cherche mes mots, mais le fromage et le pain amènent énormément de sel, même si les professionnels, les fromagers et les boulangers ont fait des efforts ces 10 dernières années pour diminuer l'apport de sel. Mais vous comprenez, le sel, c'est ce qui permet de conserver, c'est aussi un peu bactéricide, ça évite les proliférations, c'est pas mal pour quand on veut vendre un produit sur une grande durée, sur plusieurs jours. Alors une question d'Afida 154, qui a posé une bonne question qui en fait revient très souvent. Donc merci Afida. C'est prise de poids à 50 ans, que faire? Alors la question, elle est complète, hein, parce que d'abord, il y a des différences entre les hommes et les femmes, comme vous le savez. Et donc, mais au fond, on va prendre de façon assez générique 50 ans. En fait, pourquoi 50 ans? Vous savez, vous connaissez la petite histoire, alors je vous la raconte, puisqu'on est entre nous. Vous savez ce qu'on dit, que lorsqu'on se lève le matin à 50 ans et qu'on a mal nulle part, c'est qu'on est mort. Voilà. Donc en fait, à 50 ans, souvent, on a des petits bobos, on a des petits problèmes, on commence à avoir des problèmes articulaires, on se sent parfois, on digère mal. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps subit une certaine usure et que cette usure va apparaître dans le système ostéo-articulaire. On a mal au dos, on a mal aux épaules, on a mal aux genoux. Ça dépend de son poids, bien sûr. Si on est en surpoids, eh bien, ça fait maintenant 30 ans, 40 ans
que ce surpoids porte sur les genoux. Vous savez que sur chacune de vos jambes, vous avez 50% de votre poids, hein. Donc, vous voyez ce que ça peut représenter. Si vous faites 80 kilos, chaque genou prend 40 kilos, ce qui est pas mal quand même, hein, parce que pour ceux qui ont essayé de soulever un sac de ciment de 50 kilos, vous avez vu comme c'est lourd. Eh bien, ces genoux, ces articulations sont merveilleuses. Elles supportent des poids de ce type-là. Après, il y a la digestion. On digère un peu plus lentement. Pourquoi ? Parce que le métabolisme ralentit un petit peu. Il est lié beaucoup aux hormones sexuelles, hein. On a abordé ce problème dans la ménopause, mais on peut aussi l'aborder pour les hommes, parce que les hommes n'ont pas d'andropause brutale. C'est-à-dire que les femmes, elles ont une préménopause, et puis avec des signes que vous connaissez, les bouffées de chaleur, voilà. Et les hommes n'ont pas ça. C'est beaucoup plus lent, mais elle commence déjà à 50 ans, c'est-à-dire que la testostérone, qui est l'hormone mâle sexuelle, eh bien, vous avez la testostérone totale, c'est-à-dire ce qui est sécrété et qui peut être à un bon niveau, mais vous avez une partie très intéressante qui est la testostérone biodisponible, ce qu'on appelle la libre. Et c'est celle-là qui est active. Et c'est celle-là qui aide à faire du muscle. C'est celle-là qui est la testostérone qui permet de mesurer la véritable santé de votre corps. Donc en fait, les femmes et les hommes ont un début d'andro ou de ménopause. Et à ce moment-là, ça va changer le métabolisme. Pourquoi ? Parce que les hormones sexuelles sont les reines pour augmenter votre métabolisme de base, c'est-à-dire pour que vous brûliez des calories. Et là, vous allez en brûler moins. Donc que vous soyez homme ou femme à partir de 50 ans, eh bien, il va falloir soit vous réduisez les apports caloriques, vous dites, bon, j'ai 50 ans, il faut que je fasse un petit peu attention, je ne peux pas boire comme je mangeais avant, ou plus simplement, parce qu'à 50 ans aujourd'hui, eh ben, on a fait qu'un peu plus de la moitié. Je vous rappelle que l'espérance de vie aujourd'hui pour un Français ou une Française, c'est entre 87 et 90 ans. Donc, la meilleure chose à faire, c'est, donc, quand vous en avez 50, vous en avez encore beaucoup à faire. Donc, ce qu'il faut, c'est entretenir votre corps. L'entretenir, c'est faire de l'exercice régulier, c'est-à-dire au moins 3 séances d'exercice par semaine. Je sais, on travaille tous beaucoup, je sais, on a autre chose à faire, mais l'exercice, c'est comme un métier, c'est comme un boulot. Vous n'avez pas le choix, parce qu'à partir de 50 ans, il va falloir que vos muscles compensent le fait que vous brûlez moins de calories et que votre métabolisme a un peu ralenti. Si vous faites ça, 50 ans, 60 ans, et si Dieu le veut, 70 ou 80 ans, tout ira très bien. Mais faites-le. Je vous le demande, je vous en conjure, faites-le. N'oubliez pas ce que je rappelle à chaque fois, n'oubliez pas qu'à partir de 60 ans, votre tube digestif va garder 50% de toutes les protéines que vous avalez pour sa propre consommation, parce que le digestif, c'est l'organe qui vit le plus vieux et le plus longtemps et en efficacité. Donc, il va vous pomper. Il a un côté fiscal. Avant, il vous pompait 25%. À 60 ans, il vous pompe 50% de vos revenus protéiques. Donc, il faut augmenter vos revenus protéiques. Voilà. Donc, c'est comme ça. Avoir 50 ans, ce n'est pas une fatalité. On peut même avoir une renaissance, une deuxième vie. Et c'est ce que je vous demande de faire. Quels sont les symptômes évocateurs d'un diabète de type 2 ? Voilà. Rien que ça. Donc, on ne va pas faire un cours, parce que la diabétologie, ça peut vous prendre 10 ans pour bien la comprendre et l'appréhender. Mais en fait, les signes évocateurs d'un diabète de type 2, première réponse, il n'y en a pas. On dit que pratiquement 30 à 40% des diabétiques de type 2 ne le savent pas. Voilà. Ils n'ont pas fait de prise de sang, donc ils ne savent pas. Je vous rappelle, le diabète de type 2, c'est une glycémie à jeun, c'est-à-dire le sucre dans votre sang à jeun qui circule. Il est compris entre 0,70 et 1,05 g par litre. Au-dessus de 1,26 g par litre, eh bien vous êtes diabétique de type 2, surtout si vous faites à 2 reprises le test à 15 jours. Et entre 1,05 et 1,26 g par litre, c'est le prédiabète, c'est-à-dire une zone grise, on ne sait pas. Par contre, cette zone est intéressante parce que lorsqu'on a entre 1,05 et 1,26 g par litre, c'est réversible si on prend les mesures. Les mesures sont toujours les mêmes. Un nouvel équilibre alimentaire, de l'exercice physique. 150 minutes par semaine d'exercice, ça veut dire 3 fois 50 ou 5 fois 30, comme vous voulez. Voilà. Ça a été prouvé, publié, adoubé, validé, confirmé. Voilà. Donc, maintenant, quels sont éventuellement les signes qu'on peut avoir ? Alors, souvent, il faut se méfier parce que souvent, on mélange diabète type 1 et diabète type 2. On parle bien du type 2. Le type 1, c'est une maladie qui fait 10% des diabétiques, qui est une maladie en général qui est avant l'âge de 20 ans
et qui est en fait à la suite d'une infection ou d'un choc émotionnel, l'enfant ou l'adolescent va détruire ces cellules qui font l'insuline et il faudra donc qu'il se pique 3 ou 4 fois par jour. Bon, ça, c'est 10% des diabètes. 90%, c'est le type 2, c'est-à-dire le diabète de l'âge mûr, des gens qui ont soit un parent ou 2 parents diabétiques, parce que vous savez, quand vous avez un parent diabétique, vous avez 30% de risque d'être diabétique, 2 parents, 50%, et si vous avez eu un diabète de grossesse, pendant la grossesse, eh bien, vous avez un risque de 50% d'être diabétique après 40 ans. Donc, mesdames, si vous avez eu un diabète de grossesse, faites une glycémie tous les ans, faites de l'exercice et vous pouvez éviter ce diabète. C'est ce que je vous souhaite de mieux. Donc, quels sont les signes maintenant? Ça peut être une certaine fatigue. Ce sont des gens fatigués. Il y a aussi une certaine irritabilité. Des gens qui s'énervent un peu comme ça pour rien et n'importe quoi. Alors vous allez me dire, il y en a beaucoup qui sont comme ça, je suis assez d'accord avec vous, mais ça peut être un signe. Ça peut être aussi, même si c'est plutôt dans le type 1, mais parfois, ce sont des gens qui ont soif, qui vont souvent pisser, donc ils ont besoin d'eau. Pourquoi? Parce que comme ils ont du sucre dans le sang, eh ben le sang est assez concentré, donc il faut le diluer un peu, hein, ça a l'air tout bête, mais c'est comme ça. Donc on a soif, mais comme on a soif, on a envie d'aller pisser. On peut avoir aussi des petites marques brunes autour du cou ou sous les aisselles. Donc c'est des marques un peu brunes, un peu un épaississement, pas un épaississement, mais un froncissement. La peau est un peu plus foncée. On peut avoir quelques petites infections sur la peau, parce que quand on est diabétique, on a un déficit, on a une immunité un peu différente, on peut avoir des infections urinaires. Donc la première chose à faire, c'est pas s'affoler, jamais. Parce que le diabète, c'est une maladie empoisonnante, mais c'est une maladie qui prend son temps. Donc, on peut la combattre. Hein. Ce n'est pas une opération commando, le diabète. Il ne vous tombe pas dessus. Il vient doucement, doucement. Il arrive, il s'installe, il prend son temps. Donc, dès que vous pouvez, tous les ans, on fait une glycémie à jeun. Tous les ans, on fait donc une hémoglobine glyquée qui permet de voir la moyenne des glycémies sur 3 mois. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est ce que je recommande, c'est ce que je recommande dans mon dernier livre, de porter un capteur de glycémie que vous mettez derrière le bras pendant 15 jours. Et puis, vous regardez comment votre glycémie évolue sur votre téléphone. C'est extraordinaire. Vous allez sur votre téléphone, pendant 14 jours, vous avez les glycémies. Vous voyez si ça augmente et si ça dépasse les limites. Voilà. Donc, en fait, cette question, et je remercie Emmanuel de l'avoir posée, en fait, beaucoup de symptômes peuvent évoquer un diabète de type 2. Il y a un truc très simple à faire. Vous allez voir votre médecin traitant. Vous lui dites, voilà, j'ai peur d'avoir un diabète. Il vous fait une glycémie à jeun et une hémoglobine glyquée. Vous pouvez aussi porter votre capteur, comme je le recommande dans mon dernier livre. Et à ce moment-là, eh bien, vous saurez où vous en êtes. Et sachez une chose, vous avez le temps. Si vous prenez la décision et vous vous dites, le diabète ne s'installera pas, eh bien, il ne s'installera pas. Si même il est déjà installé, s'il est déjà dans la place, vous pouvez lui taper dessus et faire en sorte, grâce au traitement que vous donnera votre médecin traitant. En France, les médecins traitants connaissent parfaitement le diabète. Hein, il n'y a pas de question. Eh bien, grâce au traitement, grâce à votre nouvel équilibre alimentaire et surtout, grâce à l'exercice physique, eh bien, il n'aura pas d'effet délétère sur vous et vous n'aurez pas ces terribles complications du diabète qui apparaissent en général entre 15 et 20 ans après. Une question de CRI 06 07 73. Excusez-moi, je lis parce que c'est long. CRI 06 07 73. Merci, CRI. Voilà. Une question sur le bypass. Alors ça, je crois d'ailleurs que je vais faire un live complet sur la chirurgie bariatrique. Alors, pourquoi chirurgie bariatrique? Bariatrique, ça veut dire en pression. C'est-à-dire quand il y a une pression sur un organe. Pourquoi bariatrique? Parce que dans la chirurgie bariatrique, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va découper. Il y a 2 types d'interventions très connues en bariatrique. C'est la sleeve, c'est-à-dire qu'on enlève une partie de l'estomac, je vais y revenir, et le bypass, qui est la question qui a été posée, c'est en fait, on court-circuite une partie de l'intestin. Alors, je vous explique. Vous avez votre estomac ici, hein, avec la grosse tubérosité, et dans l'estomac, sur cette partie-là, eh bien, il y a des petites cellules qui vont générer une hormone qui s'appelle la gréline qui donne faim. Donc, les médecins se sont dit, si j'enlève cette partie, donc l'estomac, il fait ça, si j'enlève cette partie, eh bien, j'aurai plus faim. Eh bien, effectivement, c'est ce qu'on fait. Ça s'appelle la sleeve. Sleeve, ça vient de l'anglais manche. Une manche. Donc, l'estomac n'a plus une forme comme ça. Il a une forme comme ça, comme une manche. Voilà. Et donc,
C'est une opération qui dure à peu près 1 heure. Les gens rentrent en clinique le matin, ils sortent le lendemain et ils n'ont plus vraiment faim. Voilà. Et donc, ils vont perdre en moyenne entre 35 et 45 kilos, ça dépend du poids de départ. Alors, bien entendu, il y a quelques règles. D'abord, aujourd'hui, en France, pour faire une sleeve, il faut avoir un BMI, donc un index de masse corporelle qui soit supérieur à 35, parfois supérieur à 30, ça dépend des conditions. Il faut qu'il y ait des cofacteurs, des syndromes d'apnée du sommeil. Ça, il y a beaucoup de gens qui, quand ils prennent du poids, font des apnées du sommeil, donc ils sont appareillés avec des oxygènes ou une orthèse, et ainsi de suite. Vous avez aussi des troubles articulaires, les gens ont mal au dos, ils ont essayé des régimes, ils ne sont pas arrivés. Mais il faut, pour être opéré, il faut voir le pneumologue, le gastroentérologue, le cardiologue, le nutritionniste et la psychologue. Le ou la psychologue. Voilà. Ça, parce qu'il faut une prise en charge globale et c'est très bien. Et d'ailleurs, la sécurité sociale impose quelque chose que beaucoup de médecins imposent, en tout cas moi, c'est un suivi 4 fois par an par un nutritionniste ou par une diététicienne, du choix de la personne, et la pratique d'exercice physique régulière. Voilà. S'il n'y a pas ça, il faut un contrat. D'ailleurs, les échecs de la sleeve sont des échecs qui sont liés à ce qu'on appelle les perdus de vue. C'est-à-dire des gens qui ont fait l'intervention et qu'on ne voit plus après. Ceux-là, il y en a à peu près 50% qui vont reprendre le poids. Les autres qui sont suivis, ça marche très très bien. Et à 5 ans, ils ont repris peut-être 2-3 kilos, mais ça se passe bien. Voilà, donc il y a des statistiques là-dessus qui sont assez intéressantes. Mais le plus important, c'est le suivi régulier et l'exercice physique. S'il n'y a pas ces 2 facteurs, on court à l'échec. Donc ça, c'est la sleeve qui a un inconvénient quand même. C'est que 2 inconvénients. Le premier, c'est que vous avez des gens qui ont pris du poids, pour qui manger, c'est un vrai plaisir. Et du jour au lendemain, il y aura plus plaisir. Donc il faut en trouver d'autres, parce que ce ne sera plus le fait de manger. Après, surtout parce qu'il y a des petites quantités. Quand on a fait cette intervention, il y a tout un protocole. Il faut manger semi-liquide. Il faut manger liquide pendant 3 semaines, semi-liquide pendant les 3 semaines suivantes, tout simplement parce qu'il faut que l'estomac cicatrise. Même si l'intervention ne dure qu'1 heure, mais il faut quand même qu'il cicatrise suffisamment. Et donc ça, c'est le premier problème, c'est le problème du plaisir. Deuxième problème, qui est imprévisible, c'est le problème du reflux. Quelques patients ont du reflux alors qu'ils n'en avaient pas avant, du reflux gastro-œsophagien. Ça, c'est pour la sleeve, qui est aujourd'hui pratiquement beaucoup plus pratiquée que le bypass. Alors le bypass, c'est autre chose. Le bypass, c'est qu'en fait, toujours notre estomac, on l'ampute des 2 tiers, dans ce sens-là, plus dans ce sens-là, dans ce sens-là, et on enlève 1,20 m d'intestin. Vous savez qu'après l'estomac, vous avez l'intestin grêle, qui fait 4 à 5 mètres. On enlève 1,20 m de cet intestin, et on raboute le moignon du reste à l'estomac. Voilà, c'est ça qui s'appelle le bypass. Alors, c'est une intervention qui est beaucoup plus... où on enlève plus d'organes, et surtout dans le premier 1,20 m de l'intestin, c'est là où on absorbe les vitamines, les minéraux, et les graisses aussi, et les sucres. Donc en fait, le bypass est une intervention chirurgicale qui va provoquer une maladie de malabsorption. C'est-à-dire qu'on va avoir moins d'absorption des nutriments. Et donc ça veut dire aussi que tout au long de la vie, après l'intervention, il faudra prendre des compléments alimentaires pour compenser les pertes en vitamines et en minéraux. Donc voilà, ça, il faut le savoir, parce qu'il faut avoir le pouvoir d'achat pour ça. Il faut pouvoir se payer ça, toute sa vie. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, souvent, il y a des selles molles qui sont excrétées. Donc ça peut être gênant. Mais le gros avantage du bypass, c'est qu'on peut perdre plus de 50 kilos. Et surtout, il y a, pour une raison qui est liée aux sécrétions hormonales de l'intestin, eh bien souvent, les diabétiques ne sont plus diabétiques après un bypass. Ou en tout cas, leur diabète a beaucoup, beaucoup régressé, ce qui montre bien qu'il y a un lien très fort entre le tube digestif, le foie, le pancréas, le cerveau. On ne connaît pas vraiment tous les mystères de cette disparition du diabète, mais c'est un fait. C'est même accepté comme traitement du diabète, traitement, bien entendu, réservé aux personnes obèses et diabétiques. Voilà pour le bypass. Donc, vous avez une hiérarchie entre la perte de poids. La chirurgie du bypass est plus lourde que la chirurgie de la sleeve. Donc, il faut en discuter avec votre médecin traitant qui, lui, sait ce qui est bon pour vous.
Donc n'hésitez pas à en discuter avec lui et il vous adressera à un chirurgien qui a ce savoir-faire et ils sont nombreux, hein. En France, on a quelques succès, on a beaucoup de succès dans cette chirurgie qui n'est plus tabou. Alors une question intéressante, un peu polémique, hein, je dois dire, de S7 Ilgar. Voilà, je lis S7 Ilgar. Merci S7 Ilgar. La question, je vous la cite. Pourquoi les médecins ne sont pas tous d'accord sur le nombre de fruits par jour à ne pas dépasser? N'y a-t-il pas une étude scientifique qui définit le niveau de fructose à ne pas dépasser? Alors ça, c'est une très bonne question parce que pourquoi les médecins ne sont pas tous d'accord sur le nombre de fruits par jour à ne pas dépasser? Parce que les médecins, en fait, ils sont dans une logique de ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été publié scientifiquement. Et en fait, pour publier une étude sur de nombreuses années, il faudrait prendre une population qui ne va pas manger de fruits pendant 20 ans, avec une population qui mange un fruit, une population qui mange 2 fruits, et ainsi de suite. Vous voyez bien que c'est impossible. Donc en fait, aujourd'hui, c'est plutôt des supputations. Mais il y a une réalité dans tout ça. Le fructose est un sucre particulier. Le fructose, c'est un sucre particulier parce qu'il n'est pas utilisable directement par vos cellules. Il faut qu'il soit transformé en glucose, parce que c'est le glucose qui va permettre, en rentrant dans un cycle, bon, ceux qui ont fait des études secondaires savent ce que c'est que le cycle de Krebs, qui transforme en fait ce glucose en énergie, en ATP, adénosine triphosphate. Voilà, c'est comme ça que ça marche. En fait, l'énergie, le glucose permet de le fabriquer, mais l'énergie s'appelle l'ATP. Et donc, nos cellules fabriquent de l'ATP pour qu'on ait de l'énergie, qu'on puisse bouger, qu'on puisse digérer, qu'on puisse réfléchir, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce fructose n'est pas du glucose. Le fructose, vous l'avalez, il va dans l'intestin, et de l'intestin va l'envoyer au foie, et c'est le foie qui va transformer le fructose en glucose. Alors, quand il en a peu, mangez un fruit, il y en a un peu qui arrive, le glucose, il va le fabriquer à partir du fructose. Ça va lui demander un peu de travail parce que pour fabriquer du glucose à partir du fructose, ça demande beaucoup de travail au foie. Il y a beaucoup d'enzymes qui vont interagir et intervenir. Mais si vous en apportez beaucoup du fructose, eh bien à ce moment-là, le foie va être saturé et sa fabrication ne va pas être très efficace. Et comme elle n'est pas très efficace, il va avoir tendance à stocker tout ce sucre sous forme de gras. Et donc, le premier vecteur de foie gras, c'est le fructose. Si on mange beaucoup de fructose, si on boit beaucoup de fructose, c'est pour ça qu'aux États-Unis, on appelle la maladie des sodas. Pourquoi? Parce que les sodas aux États-Unis sont sucrés avec du high corn syrup, c'est-à-dire du sirop de maïs qui est en fait riche en fructose. Hein? Je vous rappelle, le fructose, c'est le sucre des fruits, et le saccharose, c'est le sucre en poudre. Vous savez, le sucre blanc. On a vu le sucre roux, hein, tout ça, c'est du saccharose. Le saccharose, c'est une molécule de glucose, une molécule de fructose. C'est ce qu'on appelle un disaccharide. Voilà. Alors que le fructose, c'est que du fructose. Donc, vous voyez bien que quand vous prenez du sucre en poudre, ben vous avez la moitié en fructose, la moitié en glucose. Le glucose, pouf, il est utilisable par vos muscles. Le fructose doit être transformé par votre foie. Excusez-moi. Par contre, quand vous mangez beaucoup de fruits, à ce moment-là, le foie va être surchargé de fructose et il va faire du foie gras. Donc, manger un fruit, 2 fruits, 3 fruits, très bien. Mais moi, par exemple, à titre personnel, je recommande de ne pas dépasser 3 fruits. Et je recommande aussi de ne pas boire trop de jus de fruits. Vous pouvez en boire un de temps en temps, mais pas tous les jours. Pourquoi? Quand vous prenez un jus d'orange, le jus d'orange, c'est 3 oranges. C'est comme si vous avaliez d'un coup 3 oranges. Donc votre foie, il va voir arriver 3 oranges en même temps. Il va tout arrêter sur les graisses, sur le reste, et il va métaboliser le fructose pour le transformer en glucose. Donc vous voyez, ça va être un apport très important. Alors bien entendu, vous avez 18 ans, 20 ans, vous êtes sportif, tout va bien, vous êtes jeune, vous avez un foie en béton, tout va bien. Mais vous en avez 40 ou 50 et vous avez d'autres problèmes, vous avez mangé un peu trop, vous ne faites pas d'exercice, votre foie est un peu surchargé, et bien à ce moment-là, ça va être toxique pour le foie. Donc, pour répondre à la question de S7 Ilgar, moi, d'abord, il n'y a pas d'études scientifiques sérieuses qui vous disent 3, 4, 5, 10, 12 fruits. Il y a en tout cas
une réalité, c'est qu'il faut faire attention à se dire « Ah bah le sucre, le fruit c'est naturel, c'est bon, comme c'est naturel, je peux y aller ». On ne dépasse pas 3-4 fruits par jour et on les mâche. On ne les avale pas, on les mâche. Parce que quand vous prenez une orange, vous la mastiquez, vous avez des fibres, de l'eau, du fructose, mais le temps que vous la mangiez, eh bien, le foie va avoir le temps de la métaboliser. Voilà pour la question. À très bientôt.